Salut à tous, c'est Jasmin de l'équipe Agro du CNA. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène chez Philippe Pierron, qui est un agriculteur qui s'est lancé il y a quelques années en ACS. Il est aussi éleveur et donc il nous présentera comment il intègre cet élevage dans son système. Entre autres, dans cette vidéo, on va parler de gestion des raies, de fissuration, de réduction des phytos, de couvert permanent aussi et de culture fourragère. Je vous laisse, bonne vidéo! En diminution de phyto, je suis descendu tellement bas que je suis obligé de remonter. Chez nous, les erreurs en polyculture, on en tire toujours un avantage. On a un plan A et on a un plan B systématique. Comme je ne suis pas issu du milieu agricole, j'ai pas d'a priori. Dans mon système envahi par le régras, je voulais plus labourer. Je me suis aperçu que les produits phyto ne faisaient pas assez d'effet et qu'il faudrait peut-être revenir à un labour de temps en temps. Donc je m'étais découvert, mais peut-être pas les bons et pas au bon moment. Quand je fais une luzerne non régulée, j'arrive à 50 quintaux, tranquille, en blé. J'ai diminué de 3/4 la dose de glyphosate. Je me présente, Philippe Pierron. Je fais partie du GAEC Soulier avec mon épouse. Je suis installé depuis 2003 et avant, je travaillais dans les supermarchés. Donc le GAEC, on est en polyculture élevage, production bovin ovin, avec une diminution des ovins. Voilà. Et donc on exploite 160 hectares et on est en ACS depuis 8 ans. Cette année, on a 50 hectares de céréales, on aura 10 hectares de maïs et pour 116 UGB. Donc le troupeau se comporte de vaches charolaises et de moutons charolais. Comme ça, on a essayé d'autres races et on est revenu en mouton, on est revenu sur du charolais parce que ça correspond à notre production et c'est ce qui en viande résiste le mieux dans notre région et est adapté pour notre région. J'ai pas vraiment de rotation fixe. Je fais en fonction de si je peux passer dans la parcelle ou pas. J'évite par contre de faire deux années de suite la même culture sur les parcelles. Et j'essaye d'alterner culture de printemps et culture d'automne, même si en polyculture élevage, c'est un peu plus compliqué. Donc là maintenant, on diminue les animaux et on va passer sur plus de cultures. Donc là on introduit le tournesol et j'ai introduit le colza que je ne faisais pas avant. Et j'ai introduit aussi le sarrasin pour nettoyer les parcelles par rapport au régras. Et bon, c'est un choix personnel parce que l'élevage prend beaucoup de temps et on était concentré uniquement sur l'élevage, ça nous pénalisait au niveau des cultures. Parce que on n'était pas prêt quand il fallait s'occuper des animaux alors qu'il fallait aussi semer et ça devenait trop compliqué. Donc on a diminué la charge de travail au niveau de l'élevage. On est dans les Combrailles, Creuse, commune des Vaux-les-Bains. Là on est sur des sols granitiques mais limoneux, là, avec 1 centimètre. Et puis dessous, c'est du caillou. Là, on a à peu près 700 mm d'eau par an, 800 les bonnes années, sauf depuis 2 ans où on a un peu plus. Sur les 2 dernières années, c'était un peu toute l'année. Et par contre, les années d'avant, c'était beaucoup l'hiver et beaucoup de sécheresse l'été. Et sur nos sols caillouteux, on a souffert beaucoup de la sécheresse pendant au moins 4 ans d'affilée. Les pH de sol, oui. Ici, on est sur du 5,4, 5,6. Voilà, 6 sur les meilleures parcelles, mais on arrive à faire pousser quand même des luzernes sur ces sols-là. Le taux de matière organique, on est à 3,2. Les prairies permanentes, on en a, mais c'est les prairies qu'on ne peut pas retourner parce que soit les sols sont trop humides ou soit c'est des bords de côte et puis c'est pas facile de mettre. Dans le temps, c'était pas facile de mettre une charrue dedans parce qu'il y a trop de cailloux, Donc ça, c'est les prairies permanentes et sinon, les prairies temporaires étaient basées sur une rotation de 5 ans. Et après, on est passé sur des prairies temporaires à base de luzerne
Et là, on a augmenté, mais avec des coupures en faisant des céréales dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire une céréale dans une prairie permanente. Je récolte ma céréale et derrière, je fais une coupe de luzerne à l'arrière-saison, tranquille, quoi. Et des fois même un autre pâturage après, quoi. Et mon sol est toujours couvert. Donc voilà, maintenant, ma base, c'est là-dessus, c'est du trèfle et des luzernes. Au moins pendant 2 ans, et puis après, au bout de 2 ans, je me mets à cultiver dedans. Et des fois, je laisse des années de repos. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 2, je ne vais pas faire de céréales dedans, et pour ne pas mettre de phyto dans la parcelle. C'est un objectif, la couverture permanente des sols C'est mon obsession permanente. C'est un truc quand je ne supporte pas de ne pas avoir quelque chose sur du terrain. Et ça, c'est déjà dans ma philosophie depuis tout le temps. En UTH, on est 2. Et encore, on pourrait dire 1,5 parce que au niveau santé, tous les deux, c'est pas le top. Donc c'est aussi pour ça qu'on réduit la charge au niveau des bovins. Et donc ma philosophie comme une maladie au poumon, c'est d'utiliser le moins possible de phyto aussi. Donc je suis dans le réseau Défi. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Et quand on travaille justement pour diminuer les phytos, et où j'étais content, c'est quand j'ai réduit, tout en faisant de l'ACS, j'ai réduit mes phytos de pratiquement 70%. Et maintenant, c'est un truc, si je peux me passer de phyto, je m'en passe. Ça fait combien de temps que tu es rentré dans le réseau Défi? Ça doit faire la 6e année. Sur quoi tu as réussi à gagner le plus de réduction de phyto? Et c'est quoi tes marges de progression? Où est-ce que tu aimerais t'améliorer encore? En diminution de phyto, je suis descendu tellement bas que je suis obligé de remonter. Parce que quand je me suis aperçu que quand on gagnait une année, mais on pouvait perdre 2 années de suite après. Donc là, c'est de trouver l'équilibre parce que je suis descendu à 0,06 d'IFT. Et en fin de compte, c'est trop bas. Ça a été il y a 3 ans. Là, et derrière, c'était la bonne année. Donc on en a profité, mais derrière, il a fallu remonter parce que l'année d'après, ça s'était ressali. Donc l'objectif de descendre, je pense que je ne peux pas descendre plus bas. Maintenant, c'est de mieux travailler. C'est-à-dire que prendre en compte l'hydrométrie et tout, pour utiliser les produits au maximum. Réduire la dose, mais tout en gardant l'efficacité au maximum. Ça, c'est un truc qu'on travaille, qu'on travaille beaucoup sur la diminution et choisir le bon moment pour que le produit soit optimum. Et c'est de quel phyto que tu n'arrives pas à te passer? Plutôt herbicide? Là, c'est tout ce qui est fongicide, j'en fais plus depuis 5 ans. Sur aucune culture. Cette année, on voulait me faire un fongicide sur colza, et vu la météo et tout, en allant voir la parcelle, il n'y avait pas besoin. Enfin, j'estimais qu'il n'y en avait pas besoin, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc aujourd'hui, mon plus gros souci en ACS, c'est des herbages, donc c'est le glyphosate, quoi. C'est un truc mais le bon glyphosate au bon moment, voilà. Parce que quand on s'aperçoit qu'il y a des glyphosates qui sont sur le marché, mais qui ne sont pas forcément à 1080 grammes, suffisent pas pour détruire un raigra. Le glyphosate, tu l'adjuvantes? Oui, je l'adjuvante quand je mettais aussi, quand j'acidifiais l'eau pour baisser par rapport, mais a priori, quand je la baissais pas assez. Parce que quand nous, on a une eau à 7 de pH, et je baissais l'eau à 5, et en fin de compte, comme les produits ne faisaient pas effet, j'ai demandé aux gens de chez Bayer, et quand ils m'ont dit que mon eau était encore pas assez acide, qu'il faudrait baisser l'acidité. Donc voilà, on va travailler là-dessus aussi. C'est surtout ça. Et puis à quel stade, les questions, c'est à quel stade faudrait détruire le raigra. Avec quoi tu descends l'acidité? Moi, j'utilise du vinaigre blanc. Ça coûte pas cher.
C'est quoi les dosages pour descendre Et moi je mettais 2 litres et demi, 3 litres de vinaigre dans ma bouillie, donc à l'hectare. Donc je travaillais sur du 130 litres hectare. Donc voilà, mais ça suffit pas, faut que je trouve autre chose parce que avec ça, je me suis aperçu qu'on ne baissait pas assez l'acidité. Donc là, il faut que je me renseigne comme il faut pour la prochaine campagne. Et c'est quoi les coûts du vinaigre blanc On doit être sur du 6 euros de l'hectare à peu près. En vinaigre, oui. Est-ce que tu as un label particulier, les circuits de valorisation après J'ai du label, j'avais le baronnet du Limousin pour les moutons. Bon, j'étais un label rouge pour les bovins. Et puis j'étais en HVE, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté cette année parce que on nous a vendu le HVE avec des promesses de valorisation de produits qu'on n'a pas eu. Donc depuis cette année, j'ai arrêté. Est-ce que pour rentrer dans le HVE, tu avais dû faire des efforts, des concessions? Non, j'ai fait aucune concession. J'avais vu avec mon technicien de chambre qui m'a dit tu peux rentrer dans le HVE, tu n'as rien à faire. Parce que moi, je les laisse pousser. J'ai des sols couverts en permanence, donc j'avais rien de particulier à faire en plus. Et donc c'était pour ça que j'étais rentré dans ce truc. Et puis là, je m'aperçois que ça met des contraintes, des freins, parce qu'il y a certains trucs qu'on ne peut pas faire. Et maintenant, je me dis que je me mets suffisamment de freins moi-même sans en avoir d'autres à gérer. Tu as parlé tout à l'heure du réseau défi. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça t'apporte, le temps que ça te prend Donc le réseau défi, c'est un réseau au niveau national et départemental où on est des agriculteurs bénévoles qui travaillons et faisons des essais sur la diminution des phytos. Donc en Creuse, on est une dizaine d'agriculteurs avec un technicien qui nous suit de la chambre, qui nous donne des tuyaux et puis on se fixe des essais chacun tous les ans. Donc ça me prend 40 heures par an. On fait trois réunions, 2-3 réunions par an où on se réunit tous et puis on fait des bilans de campagne et des prévisions de ce qu'on veut faire. Et on va les uns chez les autres pour voir les essais qu'on met en place et tout. Donc l'année dernière, moi j'avais un essai sur maïs avec des biostimulants. Donc j'ai un collègue qui va lui travailler sur la diminution des herbicides. Donc chacun a un rôle particulier. Et puis on met tout ça en pot commun une fois par an. Et j'ai eu la chance il y a quelques années d'intervenir au niveau de la région sur le réseau défi Nouvelle-Aquitaine par rapport justement à avoir tellement baissé les niveaux de phyto on faisait partie des pionniers. Qu'est-ce que ça t'apporte cet échange? Est-ce que tu conseillerais aux autres de se lancer dans ce genre de groupe? Oui, moi je suis convaincu. Je trouve ça dommage parce que moi je me suis lancé dans l'ACS et j'étais tout seul dans le coin. Donc tout seul c'est difficile. J'ai fait des erreurs parce que j'avais pas les bonnes informations. Et j'ai eu la chance de rencontrer un agriculteur qui est à 25 km d'ici et qui était en ACS et avec lui j'ai appris beaucoup. Et après d'autres gens sont venus, mais il faut rejoindre des groupes parce que sinon tout seul on ne s'en sort pas et on n'échange pas. Il n'y a qu'en échangeant. Je fais des erreurs, donc je fais beaucoup d'erreurs. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que au départ, je dis ouais c'est une erreur. Et puis après en discutant avec d'autres, oui mais lui il a fait la même erreur et si on avait partagé, on aurait fait l'erreur une fois, on n'aurait pas fait l'erreur. Donc il faut rentrer tout seul dans son coin, ça marche pas, c'est sûr. Ça c'est Et bon, j'ai un avantage, c'est que chez nous les erreurs en polyculture, on en tire toujours un avantage. Je dis on a un plan A,
et on a un plan B systématique. Donc là, dans la parcelle où on est, j'avais un plan A, c'était de faire du triticale derrière une luzerne. Et comme le régras est en train de prendre le dessus, je vais venir et du coup je vais enrubaner. Donc ça, c'est mon plan B. Et donc j'ai même des fois des plans C si ça ne suffit pas. Qu'en est-il de l'impact économique de ce changement de plan Je ne sais pas, sur la base, comme on est en polyculture, donc le triticale, là, il était destiné aussi pour l'alimentation animale. Donc là, il est toujours destiné mais au lieu d'être moissonné, récolté, il va être récolté en enrubanage. Et pour avoir fait des analyses il y a quelques années, c'est c'est différent, mais ça se valorise pareil. Donc l'impact économique n'a pas trop d'incidence parce qu'on arrive toujours à en faire quelque chose. Où ça serait le pire, ça serait d'essayer d'amener ça à maturité, le triticale à maturité, et on aurait trop de pertes. Donc on n'arriverait pas à valoriser le produit, que là on va le valoriser systématique. C'est la première. Je vais intervenir là demain ou après-demain en fonction de la fenêtre météo. C'est même limite là parce que l'épi est sorti, donc je voulais le faire avant. Mais là, mon régras encore n'est pas épié, donc j'ai le temps d'intervenir, mais il faut que je le fasse le plus rapidement possible. Ça, c'est ma priorité là. Donc voilà. Quand tu fais des céréales, comment tu les valorises? Non, à la base, quand tu avais plus de bêtes, 100% étaient valorisés sur l'exploitation. Et là maintenant, quand je me mets à faire des cultures de vente, mais je garde une marge de manœuvre. C'est-à-dire que je prévois de vendre, on va dire, 10 hectares. Si j'en vends 15, c'est bien. Si j'en vends 5, ça sera toujours valorisé sur la ferme. L'année dernière, j'avais fait un sorgho avec un trèfle. Et là, je viens de broyer la parcelle. Le trèfle est restitué au sol pour pouvoir faire un engrais vert, pour faire du maïs dessus. Il n'y a rien, tout est valorisé au maximum. Je considère que j'ai pas de perte, parce que si je récolte pas, que je broie, il y aura une restitution au sol systématique. Donc dans ma tête, pour moi, j'ai pas de perte. C'est là où, bon, est-ce que c'est un avantage? C'est peut-être un inconvénient des fois, mais comme je ne suis pas issu du milieu agricole, j'ai pas d'a priori. Donc quand j'écoute dire il a fait gaspiller son herbe, pour moi c'est pas du gaspillage à partir du moment où ça retourne dans le sol. Justement de ne pas être dans le moule de famille d'agriculteurs, le fait de pas d'arrêter le labour, ça m'a pas gêné parce que je sais qu'en discutant avec les gens, si tu laboures pas, tu récoltes pas. C'est pas le cas. Après, le fait, les inconvénients, c'est que sur certains trucs, j'ai peiné au départ, parce que j'avais pas toutes les connaissances non plus. Quoi par exemple? Et sur les. C'est surtout au niveau de l'élevage, au niveau des bêtes, qui me gênait. Au niveau des cultures, quand je me suis habitué, je suis fait tout de suite. Parce qu'on avait des techniciens qui nous suivaient, qui nous vendaient les produits. Donc c'est vrai que l'inconvénient, c'est que la méconnaissance, donc ils nous vendaient des produits qu'on n'avait peut-être pas forcément besoin. Donc voilà, après, le reste, au départ, quand j'ai travaillé, j'avais mon beau-père qui était agriculteur qui donnait des conseils, mais conflit de génération a fait que après, on n'était plus d'accord parce que moi je voulais plus labourer parce que je trouvais ça fou. On avait, petite anecdote, on avait une charrue, une charrue qui était au top quand tu descendais pas du tracteur pour régler rien du tout. Et on labourait, je labourais toute une nuit, le lendemain on se met. Puis un jour, quand j'ai équipé cette charrue au carbure, parce que dans nos sols ça usait trop, et là, 4 000 € de pièces d'usure, dans un contexte où c'était difficile, j'ai dit mais c'est fou ça. Mettre 4 000 € de pièces d'usure sur une charrue, et puis là, donc j'ai commencé à regarder, à m'intéresser au semi-direct. Donc je suis parti comme ça. Comment tu t'es formé semi-direct, les réflexions? J'ai écouté parler un jour en regardant des vidéos, puis j'ai écouté parler de semi-direct. Puis j'ai été sur des vidéos, des vidéos de Lucien Segui.
un personnage qui m'a marqué dans mes débuts. Et donc quand j'ai commencé avec les conseils qu'il donnait, la première année ça a été euphorique. Et ouais, c'est là-dessus, quoi. La deuxième année ça n'a pas été mal, mais après il y avait une méconnaissance. Donc là il a fallu aller chercher les informations. Donc j'ai cherché, et puis j'ai trouvé les bonnes personnes. Voilà, après quand j'étais sur la chambre d'agriculture avec avait mis des essais de semoirs. Au plus loin que j'étais, c'était dans les Charentes. Mais je ne suis pas parti assez loin et assez longtemps. Et donc, après l'année dernière, quand j'ai vu qu'il y avait une formation avec Vers de Terre Production, qui a duré 6 mois, et là, là j'ai dit il faut y aller. Et là, je confirme que ça m'a ouvert l'esprit, parce que dans mon système envahi par le régras, je ne voulais plus labourer. Pour l'agriculture de conservation des sols, je ne voulais plus travailler le sol. Et puis en fin de compte, je me suis aperçu que les produits phyto ne faisaient pas assez d'effet. Et qu'il faudrait peut-être revenir à un labour de temps en temps pour. Et puis des couverts permanents. Donc je m'étais découvert, mais peut-être pas les bons. Peut-être pas les bons et pas au bon moment. Donc tout ça m'a ouvert un peu plus l'esprit et puis je repars un peu plus confiant. Parce que tu étais un peu tombé dans l'autre côté un peu dogmatique. Ouais, et puis donc je tenais à cœur que les couverts. Moi, je me disais que la luzerne et les couvertures permanentes, c'était un bon truc. Et puis en fin de compte, c'est un bon truc, mais qui est difficile à gérer. C'est quand on ne fait pas un couvert permanent, surtout dans mon esprit, tiens, je suis content, j'ai gardé des luzernes 10 ans, mais je me suis aperçu que c'est bien une luzerne de 10 ans, mais au pied ça se salit, et quand tu ne veux pas utiliser trop de phyto, tu t'aperçois que le régras il prend le dessus et c'est trop tard. Donc là j'ai changé, on va aller voir sur une parcelle là, où j'ai fait de la luzerne sur un pH, à 5,4, mais par contre j'ai mis du trèfle. Et là l'objectif c'est maintenant la luzerne 3 ans. Voilà. Pas plus. 3 ans c'est bien, parce qu'après au bout de 3 ans elle se salit. Et donc dans 3 ans je ferai de la culture, je ferai des cultures dessus. Tout en travaillant l'ACS, je travaille aussi sur l'autonomie alimentaire pour la ferme. Donc la luzerne est pour moi le meilleur des produits pour l'autonomie. Justement, cette autonomie en alimentation animale, elle en est où? Comment elle a évolué? Est-ce que tu en es satisfait? Meilleure autonomie au niveau de la ferme, et c'est par rapport au maïs. Donc je me suis aperçu qu'on pouvait faire une ration, je me suis aperçu en m'informant qu'on pouvait être autonome avec un truc basique, c'est-à-dire que luzerne, maïs grain et céréales sur la ferme. Et là on arrive à quelque chose où on est autonome. J'ai fait les veaux à partir d'un mois, ils ont du maïs grain entier, ils ont du foin de luzerne jusqu'à l'âge de 3 mois. Après on concasse le grain et on met de la luzerne et on incorpore un peu de céréales. Et là on a un truc qui marche bien. Après le contexte climatique est compliqué, parce qu'arriver à faire du maïs grain sec, c'est compliqué. Mais pour terminer le cycle. Et puis pour le séchage, donc on n'a rien sur la ferme pour sécher le grain. Et là maintenant je me dis qu'on n'a rien, mais on va faire sécher, on va faire du maïs grain et on va le faire sécher. Parce que c'est mieux. Et le reste du maïs retournera au sol, donc toujours plus facile, parce que comme le maïs, la tige du maïs, cellulose non assimilable, donc il fallait mettre des compléments et tout, et là tout ça j'en veux plus. Donc en m'informant, le maïs grain pour les mettre, et puis la cellulose non assimilable ira pour le sol et elle va nourrir le sol, m'aider à nourrir le sol. Donc objectif, remplacer l'ensilage? Remplacer l'ensilage par le maïs grain. Ça c'est
C'est ma priorité absolue. Et là, on aura gagné en autonomie. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez quoi pour les bêtes? J'achète un complément, pour justement compenser la cellulose. Et l'anecdote, c'est que je suis le seul agriculteur qui râle pas parce que l'ensileuse coupe haut. Non. Le chauffeur d'ensileuse de Cuma disait bah, chez toi c'est bien parce que quand on coupe assez haut, il n'y a pas de problème de hauteur. Moi, du moment que l'ensileuse ramasse la poupée, le reste, ça ne me dérange pas. Comment tu gères la fertilité de tes sols? Comment tu mets la fertile organique? Est-ce que tu mets encore de l'engrais? Quel engrais tu mets? Sous quelle forme? Pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec de l'urée. J'ai travaillé avec de l'urée et donc j'étais parti en mettant. On avait dit que l'urée, ça se décomposait dans le temps, machin. Donc un apport d'urée au mois de février et après j'amenais 80, 100 unités et après je revenais plus. Ça a bien marché. Bon, dans la luzerne, on dépassait pas ça parce que après si on met trop d'unités d'azote dans la luzerne, ça la tue. Et on avait des résultats qui n'étaient pas trop mal parce que bon, il faut savoir que chez nous, le rendement moyen, une bonne année, on fait 60 quintaux ici, en blé. Moi, avec ma façon de faire, les bonnes années, j'étais à 65. Les mauvaises années, j'ai pris des tôles où on était à 30. Et par contre, avec ce système-là, j'avais des taux de protéines minimum 13,5 à chaque coup, en faisant qu'un apport. Donc pour moi, ça m'allait bien parce que. Et puis, réflexion faite. Les collègues autour, c'est quoi les... Ah bah, moi, je fais partie d'un groupe batteuse, les rendements, il y a moins. Je faisais partie des pas trop mauvais. Mais justement, quand c'est des gens qui labourent depuis 50 ans, qui sont en culture, et par contre, quand j'ai vu leur sol se dégrader, et là, moi, les années où j'ai pris des tôles, où j'ai baissé mes rendements, où j'étais à 40, ils étaient à 20. Peut-être que le fait de diminuer les phytos, j'ai eu un peu de concurrence avec les mauvaises herbes, mais là maintenant, je travaille différemment parce que l'urée, grâce à Martin, qui a dit que l'urée, ça se travaillait comme l'azote, comme l'ammonitrate. Donc là, cette année, j'ai fait premier apport en ammonitrate et 2 autres apports en urée. La même quantité, mais en 3 fois. Combien du coup d'unités en tout? Donc là, je serai cette année, comme mes blés avaient du beau potentiel, aujourd'hui, je suis à 120. Alors, j'attendais pour faire le 3e apport et puis, au vu des cultures, je ne ferai pas le 3e apport. Pourquoi? Parce que je pense qu'elles sont suffisamment nourries. 120 unités sur la campagne et puis je fais beaucoup d'observations. Donc au niveau des feuilles, on n'a pas de maladie. Donc là c'est sûr. Et puis il est pas mal, je trouve que là, il était pas mal au niveau des couleurs et tout. Donc pour moi ça me va. Je pense pas qu'il y ait de stress. Et justement, comme mon sol était bien nourri, j'ai peut-être pas besoin d'amener. Donc je préfère garder mon argent. Les sacs sont sous l'hangar, mais ils ne sont pas perdus. Plutôt que de mettre un produit que j'aurais pas besoin, qui ne va pas m'améliorer. Si c'est pour gagner un point de protéine, alors que la protéine ne sera pas, que je sois à 12 ou à 13,5, ne sera pas valorisée plus, ça ne va pas changer. Je préfère garder mon argent et puis le remettre l'année prochaine. En organique, le fumier, comment tu gères? Tous les combien tu fais tes apports et à quelle dose hectare? Alors, quantité? j'essaye d'écarter le fumier sur un maximum d'hectares. Tous les ans, j'essaye de mettre 20 tonnes Par hectare? par hectare, Sur les 120? sur le maximum que je peux. Je mets
un maximum à l'automne. Après, c'est compliqué on va sortir les bêtes des stabulations, donc il y a du fumier. Parler de lessivage, de machin, quand tu as des couverts, tu n'as pas de lessivage, ça c'est sûr. Donc, et ça marche parce qu'en plus ça aide le couvert. Le couvert maintient, ça nourrit peut-être un petit peu le couvert, mais ça empêche le lessivage et derrière, on aura systématiquement de la restitution. Et donc minimum 20 tonnes. Et sur quelle surface tu arrives à mettre? Les bonnes années, j'arrive à couvrir 100 hectares. Après, sur les prairies permanentes, où les vaches tournent, je me dis que c'est pas là que je vais en mettre parce que mes vaches, elles restituent aussi. Donc là, c'est directement, elles prennent et elles reposent. Donc là, je mets pas, par contre là, j'amène du calcaire. Pour compenser, parce que dans les sols acides, j'amène du calcaire. Bon, je travaillais avec une société qui était pas mal, mais où les produits étaient très chers. Et justement, en regardant la composition du produit, j'ai réussi à retrouver la même chose, mais moitié prix, quoi. Donc avant, on était sur du 600 €, le produit coûtait 600 € tonne. Et là, en recomposant le produit, on est descendu à 250 €. Et, donc, et par contre, avant, j'apportais en une seule fois, que là, je l'apporte en 2 fois. Tous les combien? À quelle dose? Est-ce que tu as une idée de la valeur neutralisante que ça donne? Alors, le produit de base, c'était tous les ans. On était sur du 180, 200 kg. Valeur neutralisante était de 40. Le produit reconstitué, la valeur neutralisante est de 50. Et on va partir sur les mêmes doses. Alors par contre, une luzerne exporte beaucoup d'unités. Et ce que j'apportais ne compensait pas l'exportation. C'est pour ça que s'il faut que j'apporte 250, j'apporterai 250. Après, je préfère en apporter un peu tous les ans que amener tout d'un seul coup, et ce qui risque de bloquer mon sol. Donc ça, quand j'ai pas envie, donc je préfère tous les ans un petit peu. Mais voilà, quoi. Et c'est quel produit, où tu le trouves et le prix? Donc c'est la dolomie, avec donc c'est un produit, on peut aller voir sous l'hangar. C'est un produit de chez Nova-M, où le produit est moitié reconstruit. Il faut juste que j'apporte du bord. Parce que dans le TMCE, il y a du bord. Et comme le bord est très bon pour la luzerne, c'est ce qui faisait que la luzerne ce produit était formidable pour la luzerne. Mais c'est ce pourcentage de bord qu'il faut ramener. Donc c'est facile d'aller chercher un bidon de bord et puis de mettre 2 litres hectares de bord ou 3 litres hectares de bord dans de la luzerne. Et le bord, c'est quel produit, quel prix? Ça coûte pas cher, un bord. J'ai peur de dire une bêtise, mais on va être sur quoi, 2-3 € du litre. Ouais, donc allez, on va mettre 3 litres, 3 litres à 2 €, ça fait 6 € de l'hectare. C'est quand même Et on est, je pense que au niveau pulvé, on va être sur du 15 €. 15 € de l'hectare pour mettre. Donc on est sur 21 €. Quand on compte la pulvée et puis le matériel plus le produit, on est sur du 21 € de l'hectare. 21 € de l'hectare pour du bord. Oui, pour du bord, et puis le reste, donc c'est un produit que j'écarte avec mon distributeur d'engrais normal. Et là, l'autre année, j'ai fait le calcul, je suis sur du 5 € de l'hectare. Avec d'épandage? D'épandage, oui. Et avec le produit? Et avec le produit, donc donc c'est pas compliqué, c'est mathématique, 260 €. Et j'en mets 200 kg, donc voilà, on est allé sur du 52 € de produit. Par hectare? Par hectare. Plus l'épandage, 5 €. Ouais, voilà, on est sur du plus on est sur du 70 €. Avec le bord? Avec le bord. À la place de 180, 200. Pour la même efficacité.
Ouais. Donc là, on est dans une parcelle de triticale avec de la luzerne non régulée. Bon là, à l'entrée du champ, pas trop. Et tu t'aperçois que là-bas, tu vois plus de luzerne que de triticale. Donc pour moi, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre la décision semaine prochaine de savoir si je l'amène au bout ou si je l'enrubane. J'ai ma petite idée. Aujourd'hui, je voulais l'enrubaner parce que il y a quelques pieds de régras qui traînent. Et donc mon idée, ça serait de l'enrubaner et puis de faire un sarrasin derrière pour nettoyer la parcelle. Par contre là, ce que je voudrais, contrairement à l'autre parcelle, c'est qu'on la semer en direct. Semer le sarrasin en direct dessus. Et pourquoi tu ne veux pas réguler ou t'as pas pris la décision de réguler la luzerne? Parce que la luzerne, au stade où elle était, ça ne me gêne pas. Utiliser des produits phyto me gêne davantage. Et le régras, j'ai essayé de le maîtriser à l'arrière-saison et vu que les produits de printemps, le rattrapage ne marche pas sur régras, donc je ne vais pas mettre un produit je ne vais pas investir 50 € ou 100 € à l'hectare, sachant que le produit ne marchera pas. Donc, en fait, ici, il y a la double problématique et régulation luzerne et régras. Ouais, voilà. Donc, solution B, on enrubane. C'est l'avantage d'être en polyculture élevage. Parce que tu trouves toujours quelque chose à faire. Et est-ce que tu as déjà fait des régulations de printemps en luzerne? Aujourd'hui, j'ai jamais fait de régulation sur de la luzerne. Parce que je m'adapte aux conditions de la luzerne. C'est-à-dire que quand tu moissonnes et que la luzerne est là, tu moissonnes en pleine chaleur. Tu gardes les parcelles propres propres entre guillemets. C'est-à-dire que moi je moissonne en pleine chaleur et chez mon voisin qui lui n'a pas du tout de mauvaises herbes chez lui, on moissonne le soir. Tu moissonnes en pleine chaleur, ça se passe bien, il ne faut pas aller vite. Hein. Tu moissonnes tranquille, tu laisses ta paille avec ta luzerne en andin pendant 2 ou 3 jours, à partir du moment où il fait beau. Et puis tu récoltes un super produit. Après je bottelle et puis je donne ça à manger aux animaux. Donc tu as de la paille, de la luzerne, tu as un super produit. C'est du grain plus un fourrage. Voilà, du grain plus un fourrage. Et ensuite, il y a un couvert qui repart derrière de luzerne? Après, la luzerne redémarre toute seule. Donc là, par contre, par rapport à une luzerne traditionnelle, tu tournes plus aux alentours de 50-60 jours pour récolter derrière. Ouais, mais derrière, t'es sûr de faire au moins une coupe de luzerne. Et après, tu peux éventuellement faire passer les animaux derrière, ou alors tu peux éventuellement faire une autre coupe. Parce que si la pluviométrie est là, t'évites de faire pâturer les animaux quand c'est trop humide. Et donc là, quand tu fais ça, c'est quoi les rendements que tu arrives à faire et à la moisson et ensuite en botte, est-ce que tu arrives à quantifier ça? On est sur du 50 quintaux de céréales. Tu récupères donc à peu près, on est sur du 11, entre 11 et 14 tonnes de paille avec la luzerne à l'hectare. Derrière, donc c'est en brut, parce que moi, matière sèche, je pèse les bottes une fois qu'elles sont, quand je regarde pas le taux d'humidité de la botte, quand j'ai pas ce qu'il faut. Et par contre, je pèse mes bottes. Donc derrière, je fais une coupe avec 14-15 bottes hectares de luzerne en enrubané ou en foin. Et donc moi, c'est des bottes de 140 qui font aux alentours de... quand c'est du foin, c'est 350 kg.
Donc ça te donne à peu près. Et puis quand c'est en enrubanage, je suis sur des bottes de 600-700 kg. Et t'en fais combien Et ben j'en fais 15, 15 à l'hectare. C'est bien. Et En, en ayant apporté combien d'unités d'azote sur la campagne? et ben quand il y a de la luzerne, je dépasse pas les 80. 80 unités d'azote. Sous quelle forme? Et ben de l'urée aux alentours du 15 février. Un seul Un apport. seul apport. Et systématiquement, l'apport de, à l'époque, TMCE. Bon. Là, on était sur du 200 kg. Alors j'ai fait un essai l'année dernière. J'avais apporté du TMCE au printemps. Et quand j'ai récolté, j'ai rapporté encore 200 kg qui me restaient de TMCE pour nourrir la luzerne. Et là, j'ai une explosion de luzerne. Et c'est pour ça que là, on est dans un champ où la luzerne a 10 ans. Et autour, là, sur les fourrières, elle peut disparaître, mais tu la vois qu'elle est encore là et elle a 10 ans. Il y a des gens qui n'arrivent pas à l'implanter, moi, j'arrive pas à la détruire. Et avec des sols qui normalement ne sont pas faits pour de la luzerne. Donc, là on est dans un champ où l'année dernière il y avait un orge de printemps. Et dans l'orge de printemps, j'ai implanté un trèfle luzerne. Donc trèfle violet, trèfle blanc. Luzerne, il y a 4 ou 5 variétés de luzerne différentes. Toujours mélangé, je mélange tout. Je ne vais pas qu'une seule sorte de luzerne. Comme ça, je me dis que s'il y en a une qui ne marche pas, l'autre marchera. Et puis, il y avait un orge de printemps. La particularité, c'est que l'année dernière, avec la météo qu'on a eue, j'ai pas pu amener l'orge de printemps à maturité. Donc, il y a des vaches, donc on enrubane. Et donc j'ai enrubané. Et derrière, chaque fois que j'ai semé une culture, je suis venu vider mon semoir ici. Donc c'est pour ça que dans ma luzerne, tu peux retrouver de l'orge, tu vois. Tu peux retrouver du blé, tu peux retrouver du triticale. Donc voilà. Et puis là c'est pareil. Il y a un petit peu de rumex, mais c'était un champ où il y avait beaucoup de rumex et là je vais l'avoir avec cette culture là. Là je suis pas inquiet. Donc là c'est pour faire Là je vais faire de l'enrubanage semaine prochaine. Donc là la parcelle elle est prévue 2 ans. 2 ans en culture fourragère et puis après derrière je vais implanter un blé. Le mélange de trèfle, luzerne, ça je suis sur du 30 kg hectare. On va te dire que 20 ça suffirait. Moi je mets un peu plus je sécurise toujours je préfère mettre un peu plus qu'un peu moins. avec le semoir de SD? Alors là, là c'est tout fait au centrifuge. Ah oui. Je sème là comme donc c'était un couvert, je sème avec mon semis direct et j'implante avec mon semoir centrifuge et je roule. Je passe 2 coups de rouleau derrière. Et avec la semette météo. Donc je peux semer, comme l'année dernière, je sème l'orge, mettons on va dire le 2 avril. Et comme chez nous il gèle, la luzerne, je vais venir l'implanter fin avril, 15 jours après. Ça ne me dérange pas. C'est l'avantage. Et par contre je roule, systématiquement. Tu roules une fois que tu as semé en direct? Voilà. Une fois que j'ai semé en direct, et surtout le trèfle, tout ça, là, je roule pour bien l'implanter. Et j'essaye de... juste le truc que je fais, mais bon, c'est que comme je mets des luzernes, j'implante la luzerne le soir. On dit qu'il ne faut pas que la graine de luzerne voie le jour. Donc j'ai toujours fait comme ça. 2 ans en culture fourragère? Ouais, 2 ans. Et ensuite? Et ensuite, je vais partir sur une rotation, je pense que
blé orge, ou même orge, orge blé, parce que le seul inconvénient du semi-direct, c'est que quand tu sèmes, enfin moi ce que j'ai remarqué chez moi, c'est quand tu sèmes un blé et que tu sèmes l'orge, l'année d'après tu as de la repousse de blé, et ton orge est mûr et le blé n'est pas mûr. Donc c'est un peu compliqué, si tu attends que le blé soit mûr, quand l'orge est trop mûr, il retombe. Donc je sème un orge, et l'année d'après, même si l'orge il est mûr, il ne va pas impacter pour la conservation dans le silo. Donc voilà, ça c'est un truc. Alors bon, ça va à l'encontre de ce que les gars du coin font, parce que c'est blé orge ou blé triticale orge, l'orge vient toujours en dernier, que moi des fois l'orge vient en premier. Après, c'est sur la durée que je ne maîtrisais pas le couvert permanent. Voilà, donc là je sais que mon couvert, il faut que je l'ai 3 ans, et puis après derrière, je ne vais pas attendre, je vais faire. C'est pour ça que j'ai introduit le colza et le tournesol dedans pour couper, faire cette coupure. Donc quand tu mets ta céréale, tu sèmes en direct dedans. Ouais. Bon par contre L'itinéraire technique. Ah bah c'est simple, je fais là je vais enrubanner. La dernière année je vais l'enrubanner. Je vais faire une coupe, une deuxième coupe en foin. À quelle époque? Bah ouais, généralement sur la luzerne 45 jours après. Donc tu vois, quand tu commences, tu fais au 1er mai, au 15 juin tu peux faire une deuxième. 45 jours après tu peux faire une troisième. Donc moi je fais généralement première coupe en enrubanage, deuxième coupe j'essaye de le faire en foin. Troisième coupe, je fais pâturer. Ou si les vaches, si je pâture pas, je récolte. Et après je laisse repousser, que quand je viens semer mon blé dedans, ma luzerne fasse 20 cm. Et ça je l'ai appris au fur et à mesure, parce que les premières années je faisais raboter, et puis je semais dedans, et quand je me suis aperçu que pour maîtriser la luzerne, il fallait la chatouiller quand elle était un peu haute. Et donc tu sèmes quand la luzerne est à 20 cm. Ouais, et là quand je tourne à 0,5 de glyphosate pour la réguler. Donc les 0,5 régulent la luzerne avant le semis. Par contre, à 0,5, tu ne régules pas le régras. Combien de temps avant le semis? 48 heures. Ça la régule à quel point ça te soulage toi. Parce qu'en fait, quand tu arrives au mois d'octobre, et elle va arriver en dormance. Donc tu régules, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que tu régules un truc qui va aller en dormance. Donc 0,5 de glypho ouais, voilà. avant le semis. Voilà, avec du vent, et puis après, après je viens, je sème, et puis je mets mon désherbant post-levé classique. C'est quoi? Bah, défi toiseau, Quel à temps? 2 litres et demi, et puis 0,2, je suis à 0,2 de toiseau. Ouais. Ça nettoie, et puis ça régule pas la luzerne. Par contre la luzerne, quand elle repart, elle repart des fois fort. Et à quelle période? Au printemps. Et donc là, Et ben là, soit t'es comme moi, t'es joueur, et puis tu fais rien. Par contre, tu moissonnes un truc en pleine chaleur, et tu obtiens un super produit. Un blé luzerne là, où tu te retrouves avec une paille qui est à 17 dématé et 1,1 pour la digestibilité et tout. Un truc de fou. Tu donnes ça non régulé? non régulé. Et Tu donnes ça aux broutards quand tu leur mets juste un demi-kilo de céréales. Et tu as une ration complète pour les broutards. parce que tu moissonnes et la luzerne et... Ouais, tu moissonnes tu moissonnes de la luzerne qui est verte avec un blé. Par contre, tu y vas que quand ça fait très chaud. pour la moissonneuse. Voilà, pour la moissonneuse, et puis même pour le grain, tu règles bien de manière à ce que quand tu n'aies pas de débris de graines de luzerne. Hein. Faut tout tenir en compte. Hein. Parce que si jamais tu as du verre, après tu es obligé ou faut trier tout de suite derrière, mais moi je fais en sorte
que ça marche bien, quoi. Et donc, quand tu moissonnes la luzerne, elle est à graines. Elle est en fleurs. Normalement, elle est juste en fleurs. Parce que tu la... T'arrives, si elle est trop... ça m'est arrivé par expérience, une année où j'ai moissonné et la luzerne était en graines. J'ai moissonné et une heure après, le grain chauffait. 1 heure. Parce que. Parce que quand la graine de luzerne était verte, pas mûre. Ah, et du coup, ça fermentait. Ouais, ça fermentait. 1 heure après, ça fermente. Donc là, j'ai fait l'expérience sur 1,5 hectare là, cette année-là, pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et là, par contre, quand le blé il est mûr, tu viens tout de suite. Il ne faut surtout pas que ta luzerne monte. Ou alors après, faut partir dans un principe faudrait faire du préfanage, quoi. Ça, c'est un truc à travailler. Dans la région, on n'y est pas, mais j'aimerais bien, si tu implantes une luzerne et si tu veux sécuriser, au lieu d'utiliser un produit pour assécher la luzerne, tu viens, tu fauches 2 jours avant et puis tu moissonnes après. Quand je fais une luzerne non régulée, j'arrive à 50 quintaux, tranquille, en blé. En blé, Et si la luzerne, le plus mauvais que j'ai fait, c'est 47. Le taux de protéines est toujours bon. Le taux de protéines, quand tu as une luzerne, le taux de protéines, tu garantis un taux de protéines au moins de 13,5 si tu ne régules pas la luzerne. C'est un truc de fou. Et sans dire, je te dis à l'époque, je faisais qu'un seul apport. Mais quand tu dis luzerne non régulée, c'est Glypho à l'automne, défi, et après, je reviens plus. Rien du tout. Et niveau maladie fongique, ça fait pas. Il n'y a pas de maladie. Dans la luzerne, j'ai jamais vu de maladie. Sur le blé. Sur le blé, j'ai jamais vu de maladie. Dans du blé, dans de la luzerne. Enfin, chez moi. Hein. Chez moi, j'ai jamais vu de maladie. Et depuis que quand je sème du blé dans la luzerne, j'ai pas de maladie. Et ici, dans la région, les pressions maladies, c'est. Ouais, t'as de la rouille, t'as de l'oïdium, t'as tout ce que tu peux avoir à partir du moment où tu es en traditionnel. Hein, ça m'est arrivé de moissonner pour des gens où quand tu sors de la parcelle, la batteuse elle est couleur rouille, quoi. Ça m'est arrivé chez un voisin, hein, mais et moi pas du tout. Pourquoi Le précédent c'était du lupin avec du triticale. Non consommé sur la ferme, oui. Et moissonner. Moissonner, oui. Moissonner et puis derrière repousse naturelle. J'ai pas pu intervenir pour faire un couvert, donc j'ai eu ça qui est venu naturellement. Il y a 10 jours, j'ai mis fumier, 20 tonnes. Le lendemain, je suis venu fissurer avec un actisol. Donc à cette époque-là, je fissure entre 15 et 20 cm. Je descends pas en dessous parce que si jamais il y a de la sécheresse derrière, j'ai peur que ça m'assèche mon sol trop. Donc j'ai laissé comme ça. Et hier, je suis intervenu avec un outil à disque. Et là, j'étais sur du 3 ou 4 cm. Donc l'actisol a la particularité d'avoir un rouleau avec des dents qui casse un peu la motte et qui mélange un peu le fumier. Et hier, le fait d'avoir passé avec les disques, ça a repermis de remélanger en surface. Et surtout, c'est que l'herbe est en train de sécher. Donc là, aujourd'hui, il y a zéro herbicide. Et je pense que quand je vais venir implanter, donc si j'ai le temps, je voulais faire du tournesol. On avance un peu dans la saison, je vais essayer de faire mon tournesol. Et là, je vais mettre 0,5 de glyphosate pour juste tuer ce qui veut repousser. Et après, quand je sème mon colza en semi-direct là-dedans. Le colza Pardon, le tournesol, excuse-moi. Le tournesol. Et donc, c'est quand que tu prévois ça? Eh ben, demain. Demain, certainement, certainement l'herbicide demain, enfin glypho demain, et puis lundi le SMI. Parce que là... Ou alors tout dans la foulée.
Et par contre, je mettrai certainement mon désherbant aussi, en même temps que le glyphosate, je mettrai mon désherbant à tournesol. Et là, par contre, pour sécuriser le truc, je vais mettre un anti-limace. Et une fois que j'ai semé mon tournesol, je vais rouler systématique. Pour les limaces? Pour les limaces aussi. Au semoir classique, mais directement là-dessus. Pas au SD. Non. Mais là, mon sol est prêt. Hein, j'ai pas besoin de faire. J'ai juste à régler mon semoir pour que il soit assez creux et puis que je dégage ma ligne de semis. Pourquoi le glyphosate? Parce que si jamais ça pleut, il y a des herbes qui vont repousser, qui vont vouloir redémarrer, ça c'est mort. Ça, je suis d'accord que c'est mort, mais ça c'est pas forcément mort, tu vois. Ça c'est pas mort, donc ça peut redémarrer. Mais là, en faisant comme j'ai fait là, j'ai préparé mon sol et j'ai diminué de 3/4 la dose de glyphosate. Tu vas passer à combien? Bah là, normalement j'aurais mis 3 litres, vu ce qu'il y avait. Et là, je vais être à 0,75 ou 1 litre maxi. Pour le fumier, tu l'as mis de printemps? Comment? Et là, c'est du fumier sorti de Stabu. Donc il a été sorti il y a 3 semaines de la stabulation. Et puis, je l'ai stocké 3 semaines et je l'ai écarté il y a 10 jours. Et par contre, là, pour éviter fin d'azote entre la dégradation de l'herbe et le fumier, là je vais amener de l'ammonitrate. En plus? En plus, oui. Combien? Bah déjà, je vais amener ce qu'il faut pour ma plante, et puis minimum 30 unités, rien que pour dégrader mon fumier et puis l'herbe qui était dessus. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'Actisol? Est-ce que tu l'as en propriété, en CUMA? Combien ça coûte? Comment ça s'utilise? L'écartement des dents? L'Actisol, c'est un outil qui est arrivé il y a 2 ans, 2 ans à la CUMA. Un peu sur mon initiative, c'est-à-dire que comme je voulais pas labourer, donc j'ai essayé un fissurateur. Et quand j'étais en train de vouloir acheter le fissurateur, quand la CUMA sont venus me trouver en disant mais nous ça nous intéresse, donc c'est la CUMA qui a acheté le fissurateur. Les dents sont à 35 d'écartement, avec le fameux rouleau jaune derrière à dents et puis le rouleau à barre derrière. Donc facile d'utilisation. Après, le seul truc qu'il y a, c'est que faut pas faire ça non plus n'importe quand et n'importe comment. Parce que si tu fissures trop profond à cette époque-là, derrière tu risques d'assécher ton sol. Et c'est pour ça, moi je vais juste, je regarde, je prends ma pelle, je regarde la profondeur de ma semelle de labour et j'essaye de passer juste en dessous à cette époque-là. Combien de centimètres en dessous? Et là je suis descendu à 20. Mais j'irai pas, c'est le maximum que je vais à cette époque-là. Et encore parce que là, on est sur des sols relativement frais. Donc, et tout de suite derrière, le rouleau, et puis passer le rouleau passer le disque, il a un rouleau derrière. Donc ça rappuie, je garde mon humidité. Parce que là, si tu grattes, dessous, on a l'humidité, tu vois, déjà d'hier, on est limite. Hein. Regarde, tu vois, l'humidité, elle est à 5 cm, là. Tu vois, le fait d'avoir gratté hier, tu vois. Bon, alors, est-ce que c'est une zone où j'ai passé trop profond, mais c'est ça, tu vois. Donc, l'Actisol, c'est un 3,50 m et ça coûte 24 000 €. Et donc, à l'hectare, on est parti sur une base de démarrage, on est sur un coût de 45 € de l'hectare en CUMA. Donc ça fait un peu. Si tu voulais faire, les gens d'Actisol ont dit que dans des sols compactés, tu passais dans un sens et après tu reprenais un angle de 10 degrés et tu pouvais préparer un semis. Donc là, tu passes 2 fois, on est à 90 € de l'hectare. Donc on est proche du labour. Là.
économiquement intéressant. Agronomiquement, c'est peut-être valable, mais économiquement, c'est juste. Un labour, c'est combien? Et ben, la bourre, je crois que les entrepreneurs doivent être à 120. Et là, moi, je te parle juste de l'actisol, je te parle pas de la traction de vent. 90 € en 2 fois, c'est juste l'outil. Alors qu'un entrepreneur te prend 120 €, tracteur, gasoil, chauffeur. Depuis que tu as commencé le SD, est-ce que tu as observé des phénomènes de compaction, de tassement en plus? Ce champ, je l'avais fissuré il y a 2 ans. Et l'autre jour, quand je suis venu fissurer, j'ai regretté parce que j'ai eu l'impression de faire plus de mal que de bien. Parce que mon sol n'était pas si compacté que ça. Et donc, du coup, le fait d'avoir les dents à 35 cm, ça me faisait des grosses mottes comme ça, là, qui ont bougé. Et c'est pour ça que j'étais obligé de passer le rouleau. Donc là, non, la compaction, par contre, où je fais passer les animaux, et puis si je fais passer les animaux, et puis que, comme l'année dernière, des sols humides, les animaux me font plus de mal que le tracteur. Parce que le tracteur, je le gère, si les conditions ne sont pas là, je viens pas. Que les animaux, faut qu'ils mangent, et quand ils sont dans la parcelle, tu peux pas les enlever comme ça. Donc c'est l'inconvénient de... Et le tracteur, tu le gères, quoi. Tu y vas quand c'est le moment, sauf pour la récolte de maïs. Maïs, t'as pas le choix. Quand tu es en cile, c'est ton jour, tu y vas, quoi. Puis t'en payes les conséquences après. Que les bêtes, faut qu'elles mangent, et quand elles sont dans le champ, elles compactent. Et des vaches qui font 700 kg, qui ont une empreinte au sol de 35 cm, ça compacte. Là, on est dans la zone de tri des bêtes. Donc c'est un truc que je suis en train de faire parce que je veux trier mes bêtes tout seul et je veux que ça soit hyper sécurisé aussi bien pour moi que pour les animaux. Parce que bon, j'ai eu quelques ennuis, quelques accidents avec les bêtes et puis maintenant je veux plus d'accidents. Et donc là je travaille sur un parc de tri, un couloir. Ça coûte peut-être un peu de sous, mais pour moi la santé, elle n'a pas de prix. Donc je préfère mettre 5000 € sur un parc et puis pas avoir d'accident que de rester 3 ou 4 mois avec une jambe cassée ou comme une année quand le taurillon il m'a foncé dessus, j'ai pris les cornes dans le bide. C'est pas le top, quoi. J'ai fait un parc en fonction de mes besoins et de ce que mon expérience a fait. J'ai été voir des parcs de gars et donc quand tu vas voir quelque chose, on te dit toujours les avantages. Mais on ne te dit jamais que le petit détail qui fait que ça ne va pas. Et l'expérience a fait que je fais mon parc à mon idée. Parce que je sais que comme ça, j'aurai pas de soucis. Donc là, on est sur un parc qui à l'arrivée va coûter 9000 €. Avec une subvention, donc à l'arrivée, ça va me coûter 5000 €. Et donc là, sur le parc, qu'est-ce qui fait que c'est plus sécure? Et déjà, parce que je fais rentrer mes animaux, si ma bête elle vient de par là, quand j'ouvre le parc dans ce sens-là, elle rentre et moi je me mets derrière. Et à l'inverse, si elle vient de là-bas, j'ouvre la porte de l'autre côté. Tu vois, là donc j'ouvre cette porte, là je la referme. Et si je veux que la bête elle vienne par là et elle rentre, j'ouvre cette porte. Et la bête elle vient dans ce sens-là. Et vice versa. Si je veux qu'elle parte là-bas, donc c'est des petits détails, mais et des petites barrières de 3 mètres, tu vois, j'ouvre la porte. Puis même si je me mets là, je risque rien. La porte, même si la vache la bouscule, je vais pas la prendre. Que les grandes barrières comme ça, là, si jamais la vache, elle pousse la barrière, elle pousse les 6 mètres et t'as rien pour te protéger. Et tout en barrière, parce que si la vache elle se couche, je peux intervenir. Large, même si la vache elle repart, je la fais retourner. Mais donc ça c'est l'expérience. J'avais fait un parc tout en glissière. Et quand tu as une vache qui se couche dedans, je ne pouvais pas intervenir pour la relever. Alors là c'est panique, que là je panique pas, j'ouvre ma barrière et puis la vache elle repart. Là je vais juste sécuriser le bout pour pouvoir, une fois que mes bêtes, mettre la cage de contention pour pouvoir peser et traiter les animaux.
Donc là, déjà, je trie mes bêtes tout seul. Tranquille, quand je mets les vaches d'un côté, les femelles de l'autre, je peux trier 3 lots de bêtes. Les mâles, les femelles, les vaches, le taureau, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que superficie des bâtiments, en faisant ce système-là, tout seul, je peux partir des bêtes qui sont dans le bâtiment qui est au bord de la route, je les amène là tout seul. J'ai pas besoin de monter une bétalière. Ça, c'est un truc qui est formidable. Alors avant, il fallait mettre des barrières, des machins, que là, voilà, c'est la fluidité des animaux, tranquille. Tu investis pour pas perdre de temps après.